Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Mediscoop en direct, le vendredi midi comme d'habitude, ou en replay, que ce soit sur Mediscoop ou sur YouTube, le soir même. Donc, je suis le docteur Skirdi Aviari. Je suis avec le docteur Renaud Prével, comme d'habitude, qui est médecin-chercheur et praticien en réanimation à Bordeaux. Bonjour Scardi, bonjour à tous. Alors, je commence par une petite annonce. La semaine prochaine, on ne fera pas d'émission. Et une deuxième annonce, on cherche des médecins de ville, des généralistes par exemple, pour nous parler de la reprise des prises en charge en ville après la vague du Covid et du contact tracing. Donc, si vous-même vous êtes dans ce cas ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait interagir avec nous sur ce sujet, on serait preneur. Et avec ça, on commence avec l'épidémio de cette semaine. Donc, les tendances des semaines précédentes se poursuivent. Il n'y a pas de rebond constaté sur le nombre de nouveaux cas, ce que vous voyez à droite de la courbe des nouveaux cas. On est toujours à peu près sur ce rythme de environ moins 25% de nouveaux cas toutes les semaines, donc c'est pas mal. Malgré le déconfinement, du coup, il n'y a pas l'air d'avoir un effet rebond pour le moment, parce que ça fait quand même que 10 jours qu'on a déconfiné. On va voir tout à l'heure, il y a une étude sur ce sujet, mais globalement, les pratiques à l'issue du confinement n'ont pas changé tant que ça. Par exemple, les grandes entreprises sont toujours en télétravail, les gens prennent toujours beaucoup moins le métro, ils font toujours attention. Donc, on n'est pas en situation normale comme avant le confinement, même si on est déconfiné. Et puis, en bas à droite, la petite courbe que vous avez, ce sont les cas spécifiquement à l'hôpital et qui suivent la même tendance que ceux dans la population générale. Ici, ce sont les chiffres de Santé publique France sur les tests PCR effectués en ville. Et donc, la tendance des semaines précédentes se confirme, la même chose. On a de moins en moins de tests positifs en ville, en pourcentage des tests effectués. Ici, vous avez la répartition des cas sur la France par rapport aux semaines précédentes, qui sont les petites cartes à gauche. Donc, globalement, on a une baisse du nombre de cas à peu près partout par rapport à la semaine dernière, sauf en Île-de-France et dans le Nord. Sachant que la semaine dernière, il y avait déjà une baisse par rapport à la semaine précédente. Donc, globalement, il n'y a pas l'air d'avoir de reprise nulle part, en tout cas avec ce niveau de granularité des données. Après, il peut y avoir des clusters à droite à gauche. On a parlé notamment de ce cluster dans un abattoir. C'est quelque chose qui a été retrouvé aussi dans d'autres pays, parce que comme ils sont en chambre froide, ça conserve mieux le virus en fait, et ça a l'air d'être un des facteurs qui joue. On passe rapidement aux nouvelles études dans les grands journaux médicaux de cette semaine. On commence par une série d'autopsies qui retrouvent des microtrombies. Donc on en a parlé. Alors il y a certaines séries d'autopsies qui les trouvent et d'autres non. Difficile de dire pourquoi certaines les retrouvent et d'autres non. Ça dépend peut-être aussi un peu de l'opérateur. Donc ça, c'est ce que vous voyez à gauche. Et puis à droite, en microscopie électronique, dans les images du haut, vous avez la structure endothéliale, la structure capillaire du poumon, avec les cellules endothéliales, qui repèrent des anomalies et de la prolifération aussi des cellules endothéliales. Alors, on avait une question sur ça, sur comment expliquer ça. Alors, c'est difficile de dire avec certitude. Il y a plusieurs mécanismes possibles. D'une part, la thrombose a un effet sur les cellules endothéliales au niveau de leur prolifération et de leur migration, qui est connu. Donc, ça peut être une réaction à ces microthromboses. D'autre part, il y a des données un peu conflictuelles sur est-ce que le virus peut toucher directement les cellules endothéliales. Ce serait possible aussi qu'il puisse les toucher dans certains tissus et pas d'autres, parce que les cellules endothéliales ont une expression génique qui peut être différente selon les tissus. C'est pas exactement le même type cellulaire dans tous les organes. Donc ça pourrait être aussi un effet direct pathogène, cytopathogène du virus sur les cellules endothéliales, sachant que le virus apparemment a l'air un peu d'activer aussi les voies de la prolifération dans les cellules qui l'infectent. Donc ça, c'était une série d'autopsies sur cette patiente. Une autre série d'autopsies dans le JAMA, de mémoire, je ne me souviens plus, mais c'était quelque chose comme ça, 5 à 7 patients, qui, elle, par contre, ne met pas spécialement en avant les microthromboses et qui parle surtout de l'infiltrat lymphocytaire qu'on a toujours vu et de l'infiltrat inflammatoire qui est même visible sur les organes entiers, sur les images en haut. Donc, toujours ces études d'autopsie qui vont pas strictement toutes dans le même sens. Au sujet des thromboses, on avait parlé un petit peu des ischémies acrales. Là, on a un cas qui est paru dans le Lancet Infectious Disease avec une photo. Donc, bon, ça ressemble à une ischémie acrale, mais juste pour avoir ça à l'esprit de façon un peu visuelle. Ici, il décrivait donc une ischémie initialement et puis des ulcérations qui ont récupéré spontanément chez un patient jeune. C'est vrai que les dermatologues avaient rapporté des lésions de vascularité cutanée ou d'engelure, ce qui ressemble pas mal à ça. Et c'est vrai que
ça peut être la seule manifestation clinique d'un Covid-19. Donc, vu l'épidémie actuelle, ça vaut le coup d'y penser quand il y a ces atteintes cutanées qui sont peu spécifiques, mais en contexte d'épidémie, ça peut faire réaliser une PCR Covid. Absolument. Ici, on a une autre étude qui est parue dans le New England avec le nombre d'hospitalisations, c'est en Californie pour infarctus du myocarde, qui a baissé pendant l'épidémie de Covid. Alors, il y a deux explications possibles à ça et qui sont un peu contradictoires. La première, ce serait que les gens sont moins exposés à la pollution, ils ont moins de stress ou de choses comme ça, et donc ils font moins d'infarctus. Ça, c'est l'explication optimiste. Malheureusement, il y a des données pour aller dans l'autre sens, c'est que les gens ne consultent pas et qu'en fait, il y a des arrêts cardiaques qui sont non récupérés en préhospitalier, qui se soldent par le décès du patient. Et donc, ce serait aussi ça, peut-être la raison de ces baisses d'hospitalisation. On verra ça tout à l'heure. Donc ça souligne encore une fois que en période d'épidémie de Covid, si quelqu'un a un problème de santé qui l'aurait poussé à consulter en dehors de l'épidémie de Covid, il faut aussi qu'il consulte, qu'il appelle le 15 et qu'il ne faut pas laisser tomber les prises en charge. Ici, une autre étude sur de séroprévalence. Rapidement, on est sur une séroprévalence d'environ 5% dans un échantillon un peu, au hasard de la population à Los Angeles. Alors, les épidémies varient un peu en fonction des pays, mais c'est toujours ce genre de chiffre qui revient pour les séroprévalences et même pour les estimations un peu numériques, épidémiologiques du nombre de patients qui ont rencontré le virus. On est toujours dans ces eaux-là, entre 5 et 15% de la population. Donc, pas d'immunité de groupe de cette façon. A priori, ce que tu nous disais les semaines précédentes, c'est que c'était les patients qui avaient des formes symptomatiques qui développaient des anticorps neutralisants, alors que ceux qui avaient des formes peu symptomatiques, voire asymptomatiques, ne développaient pas d'anticorps. Alors ça, je tempérerais ça. Il y avait une relation entre la gravité et le titre des anticorps. Néanmoins, il me semble que la majorité des patients, même aussi symptomatiques, avaient des anticorps. Si on est en oui/non, il y en a. Et après, en titre des anticorps, c'est corrélé à la gravité. Et sachant qu'il y a une étude récente qui montre que les patients symptomatiques ont aussi des lymphocytes T mémoire, donc qui pourraient être protégés, pas seulement par la production d'anticorps, mais aussi par l'activation de ces lymphocytes T mémoire qui vont détruire directement les cellules infectées. Ouais, sachant que oui, l'immunité cellulaire est importante pour les virus, parce que les virus passent un temps important dans l'hôte, et donc l'hôte a tendance à tuer ses propres cellules pour tuer le virus, ça fait partie du mécanisme normal. Ici, une étude sur le décubitus ventral, il y en a 2 qui sont sortis dans le JAMA. Bon, je pense, Renaud, ça ne te surprendra pas de voir qu'il y a un effet positif du décubitus ventral. Là, ce qui était sympathique, enfin un peu inhabituel, c'est qu'ils faisaient ça sans les avoir intubés en VNI. Maintenant, donc ils montrent la preuve de concept du fait que le décubitus ventral peut être fait sous VNI. Après, pour savoir si ça a un vrai effet sur la diminution du taux d'intubation, la diminution de la mortalité, ça pour l'instant, on n'a aucun moyen de le savoir parce que tout ce qu'on voit là, c'est des paramètres de saturation, de PaO2 sur FiO2, donc des paramètres d'oxygénation, mais ça ne dit rien sur l'inflammation pulmonaire au long cours et la gravité de l'atteinte pulmonaire. Donc, c'est possible techniquement de faire du DV en VNI, mais après, est-ce que ça sert à quelque chose? Pour l'instant, on ne sait pas. Très bien. On passe aux prépublications de cette semaine. On commence au rayon traitement. Alors ici, une toute petite étude sur l'utilisation de DNase. Donc c'est un médicament qui serait utilisé contre les NETs. Donc les NETs, c'est un processus physiologique où les neutrophiles expulsent leur ADN avec des enzymes toxiques pour limiter les infections, ce genre de choses. Et donc l'idée, ça serait avec cette enzyme de détruire l'ADN qui forme la structure de cette matrice qui emprisonne et qui commence à détruire les pathogènes. Ça, c'est dans le cas normal. Et puis, s'il y a une surréaction inflammatoire qui commence à détruire un peu les tissus. Donc, c'est l'idée derrière cette thérapie. C'est juste une série de 5 cas. Il y en a 3 qui étaient sous ECMO, et ils n'ont pas eu de décès. Donc, a priori, le suivi n'était pas terminé pour 3 des patients. Mais a priori, il s'était amélioré et ils n'auront pas de décès. Bon, c'est une toute petite série de cas, mais c'est un truc expérimental qui pourrait être intéressant. Alors ça, la DNase alpha en intratrachéal, c'est un vieux loup de mer. Ça est utilisé pas mal dans la mucoviscidose, justement ce que tu disais, parce qu'il y avait une accumulation de mucus en tant plutôt
de liquéfier les crachats des patients atteints de mucoviscidose. Dans les infections pulmonaires, il y a des signaux intéressants chez la souris, mais la souris n'a pas du tout le même nombre de divisions bronchiques que l'homme. Et le problème, c'est que quand on fait des aérosols, on n'est pas du tout sûr que ce qu'on nébulise atteigne vraiment l'alvéole, surtout sur des composés de plutôt gros poids moléculaires comme les DNAs. Et quand on a testé sur des modèles infectieux de VRS ou alors chez des patients intubés pour lever des atélectasies, ça ne fonctionnait pas. Donc, je ne sais pas si en intratrachéal, c'est la meilleure voie d'administration pour ces traitements-là. Par opposition à quoi, du coup? En intraveineux, ce qui a été fait chez 6 patients dans le lupus et qu'on avait proposé, nous, à Reacting. Alors maintenant, l'épidémie s'est un peu arrêtée, mais je pense qu'en intraveineux, ça peut être plus intéressant. Ok. Bon, en tout cas, c'est vrai que ce sera peut-être difficile d'avoir des données maintenant sur cette modalité. On passe à une autre étude observationnelle sur les IEC, les ARA2 et les statines. Certaines études ont trouvé protectrices. Ici, il y a peut-être un léger effet protecteur, mais pas statistiquement significatif, avec des intervalles de confiance qui restent assez larges. Donc, rien d'inquiétant, mais rien de spécialement, pas vraiment une recommandation non plus pour ces traitements. Et juste un petit point, Scardi, sur les AINS. Au début, on avait dit attention aux AINS, et puis en fait, le surrisque n'a pas forcément été retrouvé. Donc, si un patient a vraiment besoin d'AINS, est-ce que toi, tu lui en donnerais? Oui, alors s'il n'a pas le Covid, oui, c'est sûr. S'il l'a, je serais un peu, effectivement, je serais un peu hésitant. J'essaierai de me débrouiller autrement. C'est vrai que c'est difficile. Il y a eu des études observationnelles qui auraient peut-être même l'air de montrer un effet plutôt protecteur des AINS, en tout cas sur des grosses populations. À côté de ça, on a des cas individuels d'aggravation. Bon, c'est vraiment difficile de débrouiller ça, sachant qu'à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'essai. Donc, Non, il faut être très prudent, mais si on s'en sort pas, le traitement de la douleur, c'est aussi une urgence. Et donc, si on s'en sort pas et que le patient reste très, très algique avec d'autres modalités antalgiques, là, il peut y avoir un vrai bénéfice pour le patient. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un message de prudence sur toutes les indications un petit peu à côté, ou pour traiter la fièvre ou des choses comme ça, où là, il y a d'autres molécules tout aussi efficaces et sans les effets secondaires possibles des AINS, en plus des effets secondaires classiques qu'on connaît. ouais. On passe à une nouvelle étude. Alors là, c'est encore de la cohorte monobras sur 40 patients, donc toujours à prendre avec énormément de pincettes, sur le sarilumab, l'anti-interleukine 6, qui trouve sur une cohorte de 40 patients 3 décès, des patients sévères, je crois que la moitié était en réanimation. Donc, peut-être encourageant, mais encore une fois, on attend les résultats d'un grand essai industriel qui est en cours. Et si vous vous souvenez, ils avaient interrompu l'essai, ils avaient interrompu le recrutement dans les bras pas sévères, parce qu'il ne semblait pas y avoir de bénéfice. Donc, peut-être un bénéfice dans cette population, mais à voir. À voir aussi s'ils auront assez de patients pour conclure. Sachant que cet essai, je crois, est surtout fait aux États-Unis. Aux États-Unis, malheureusement, l'épidémie est pas vraiment en train de décroître, elle est stable sur ces dernières semaines. Donc, peut-être qu'ils auront les données comme ça. Ici, une autre étude, toujours observationnelle, sur l'interféron bêta 1b, qui ne retrouve pas d'effet de l'interféron sur l'évolution du Covid-19, et puis qui a l'air de trouver un effet protecteur de l'hydroxychloroquine. Alors, c'est toujours un truc observationnel. Des études comme ça, on en a vu 15. La moitié vont dans un sens, la moitié vont dans l'autre. Enfin, plutôt un quart vont dans un sens, un quart vont dans l'autre, et la moitié sont au milieu. Donc, bon, difficile d'en dire grand-chose. En l'absence d'essai, donc sur l'interféron, alors c'était l'interféron bêta 1b, il me semble, à Hong Kong. On avait vu cet essai, interféron ribavirine, qui montrait un bénéfice. C'est sur des patients chez qui il avait été donné très précocement, à G4, G5 du Covid-19. On passe à l'épidémiologie et aux mesures de contrôle non pharmacologiques. Ici, c'est une prépublication intéressante qui est sortie sur le contrôle de l'épidémie au Vietnam et sur un peu la chronologie des mesures et ce qui a permis d'arrêter l'épidémie. Donc, le Vietnam, ils se sont plutôt bien débrouillés par rapport à la plupart des pays. Et vous voyez, c'est les mesures qui sont en orange à peu près au moment où les mesures qui sont en orange sur ce tableau sont rentrées en vigueur et étaient en vigueur, que l'épidémie a été freinée et arrêtée. Donc, il y avait les masques obligatoires en public, l'interdiction des grands rassemblements et puis la fermeture des restaurants, des bars et puis
des vols domestiques. Alors, pas la fermeture des vols domestiques, mais la déclaration de santé. Donc, il fallait être Covid négatif pour prendre un avion. Et les messes qui étaient suspendues, aussi dans les offices religieux. Donc là, c'est la courbe des cas. Donc, je passe rapidement d'une diapo à l'autre, mais donc vous voyez qu'il y a une augmentation des cas et puis un ralentissement en orange au milieu. Donc, c'était à peu près au moment où les restaurants, les bars, etc. ont été fermés. Donc cet exemple du Vietnam, il montre bien que l'enjeu du contrôle de l'épidémie se fait plus sur les cas contacts que sur les cas vraiment symptomatiques. Les cas symptomatiques, les choses sont à peu près réglées. Ils ont une PCR. Si ils sont de toute façon confinés. Si la PCR est positive, ils sont confinés 14 jours. Et puis la levée d'isolement pour les formes hospitalisées, là, est un peu plus sujette à question, mais pour l'instant, on est toujours dans une attitude de précaution où on attend que la PCR soit négative pour lever l'isolement à l'hôpital. Peut-être que c'est un petit peu par excès, mais vu le contexte, on n'a pas trop envie de jouer. Alors que vraiment, le gros enjeu, c'est sur le dépistage et le contrôle des contacts. Ouais, alors ça c'est vrai. Cela dit, l'exemple vietnamien, il illustre aussi le fait que les efforts qui sont faits à l'aveugle dans la population tout entière sont aussi extrêmement utiles. Alors après, ils sont aussi beaucoup plus contraignants parce que la plupart, l'immense majorité des gens le font pour rien en fait, mais c'est des minorités chez qui ce sera particulièrement utile. Et ça illustre que les deux sont vraiment importants. Puis si on veut normaliser la vie, il faudra monter en puissance sur le contact tracing, sur cet aspect-là, et peut-être descendre un peu, désescalader un peu les mesures de population générale. Ça sera il y aura une balance à trouver dans les mois qui viennent entre l'un et l'autre. Mais ces mesures générales de on ferme tous les bars, tout le monde met un masque, ont aussi eu un très gros effet. Et c'est probablement surtout à ça qu'on doit le recul des épidémies dans les pays qui ont pratiqué ça. Ici, pour illustrer ça, vous avez une simulation épidémiologique alors qui illustre deux choses. À gauche, vous avez un scénario où il y a l'utilisation d'une application mobile. Donc, on a parlé un petit peu de cette application mobile, de est-ce qu'elle marche, est-ce que beaucoup de gens vont l'utiliser, est-ce que si pas assez de gens l'utilisent, elle sert vraiment à quelque chose. Ici, ils ont une réduction du nombre de cas, même avec un nombre relativement faible de gens qui utilisent l'application. Même à 20%, on pourrait réussir à réduire environ de 10% le taux de reproduction, ce qui est très utile. Et puis de toute façon, c'est une mesure qui s'ajoute au contact tracing manuel. Ça n'empêchera pas des gens de prendre leur téléphone et d'appeler les contacts. Ça ira juste beaucoup plus vite pour certains d'entre eux qui auront l'application. Et une des choses qui pourrait être utile et qui n'est pas vraiment inclus dans cette modélisation, c'est quel type de personnes utilisent ou pas cette application. On pourrait imaginer que ce soit plutôt des gens qui sont urbains et plus jeunes, et c'est typiquement eux qui sont dans des situations humaines plus denses et qui sont peut-être plus à risque d'être au milieu de clusters infectieux. Donc, ça peut être plus utile chez ceux qui auraient tendance à la télécharger. Ça, c'est pour l'application. Et puis, à droite, vous avez un graphe qui illustre l'intérêt d'aller vite. Donc, en abscisse, vous avez le délai au diagnostic pour le cas index. Et puis, avec les différentes couleurs, vous avez le délai diagnostic pour le cas contact. Donc, on trouve le cas contact et on lui fait une PCR. Et puis ensuite, s'il est positif, on va chercher ses contacts à lui. Donc ici, vous voyez que pour réduire le nombre de cas, donc ça, c'est ce que vous avez en ordonnée, le pourcentage de cas que vous prévenez. Donc, si vous allez vraiment très, très vite, que vous faites en moins de 24 heures le diagnostic index et en moins de 24 heures le diagnostic du contact, vous arrêtez plus de 80% des cas. Et puis, rapidement, avec un délai, vous tombez à 50% ou même moins. Donc, en gros, il faut viser d'être en dessous de 48 heures sur ce genre de dynamique. Sachant que même ça diminue d'à peu près de moitié les transmissions. Et donc, si vous avez un taux de reproduction qui est de base, qui est à 3 ou au-dessus, même réduire de moitié, ce ne sera pas strictement suffisant. Et donc, c'est là, ça illustre justement l'intérêt des mesures que tout le monde prend et du fait de réduire ses contacts de façon générale. Vous faites baisser avec ça le taux de reproduction en dessous de 2 et puis ensuite, vous le réduisez encore de moitié avec le contact tracing. Donc ça illustre le fait qu'il faut vraiment avoir les deux en même temps. Plus on fait l'un, moins on est obligé de faire l'autre, sachant aussi que finalement, il y a aussi une notion de faire reculer l'épidémie jusqu'à avoir vraiment très peu de cas. Plus on fait ça vite, donc plus on met le paquet au début, entre guillemets, et moins on a ensuite à se préoccuper après, et plus on peut réagir si éventuellement il y a des nouveaux clusters, une nouvelle vague, etc. Donc il y a aussi une notion dans le temps
de faire des efforts au début pour vraiment casser la courbe de l'épidémie, ça peut être la meilleure chose à faire. Donc, en fait, Ici, on a vous pas mal de avez une questions autre. sur la gestion des salles d'attente, par exemple, dans son cabinet. Ça veut dire que potentiellement tout le monde est un cas contact tant qu'on ne le sait pas et qu'il faut avoir des mesures comme aérer les pièces et laisser une distance sociale et faire porter des masques à tout le monde pour éviter les transmissions croisées dans les salles d'attente ou les choses comme ça. Oui. Alors, dans les salles d'attente, effectivement, vous pouvez avoir des gens qui sont asymptomatiques, qui se transmettent le virus. Donc, une des choses que vous pouvez faire, moi j'ai vu ça un peu dans mon entourage, c'est de faire attendre les gens, une seule personne en salle d'attente. Et puis, les gens arrivent un peu plus tard ou ils attendent dehors, ce genre de choses. Les autres choses dont on avait parlé, c'est d'aérer, d'enlever l'air qui serait potentiellement contaminé dans les salles d'attente. Vous pourriez éventuellement mettre des petits dispositifs, mais c'est un peu plus expérimental, genre ionisateur d'air. Après, pour vous protéger vous-même, il y a le masque FFP2 et surtout de faire porter un masque au patient. Alors, c'est pas parce que le masque chirurgical il protège pas parfaitement qu'il n'est pas utile, notamment pour celui qui émet le virus, parce qu'on avait vu que ça arrêtait les flux d'air. Donc en fait, les particules virales elles vont tomber sur lui grâce à son masque chirurgical. C'est pas qu'il n'y en aura pas, mais elles n'iront pas loin dans la pièce et pourront pas vous contaminer vous, enfin beaucoup moins vous contaminer vous. Donc c'est vraiment utile. Donc a priori, une des façons de se protéger, c'est FFP2 pour soi et masque chirurgical pour le patient, ou masque en tissu. Et puis, le fait d'aérer la pièce, de vraiment l'aérer, de vider l'air et de ne pas juste faire tourner l'air. Donc, faire tourner l'air, c'est pas bien. Vider l'air de la pièce, c'est bien. Donc, si vous voulez aérer, vraiment aérer avec fenêtre grande ouverte. Et du Ça, coup, c'est un point rapide sur les mesures de la précaution. transmission par contact au niveau du toucher, est-ce qu'il faut mettre des gants systématiquement? Est-ce que tu as lu des choses particulières dessus? Alors, ça, j'ai pas vu de choses particulières. En général, les gens, ils font attention, ils se désinfectent bien les mains. Donc, voilà, gardez ça à l'esprit. Désinfectez-vous bien les mains. Faites attention à ne pas toucher vos oreilles ou un autre équipement que vous oublieriez de désinfecter après. Mais pas de précautions particulières en dehors de ce qu'on connaît. Alors ensuite, une autre étude ici qui utilise des données de téléphone sur les déplacements et les contacts entre les gens pour simuler une épidémie. Donc ça, c'est relativement inhabituel et ça illustre l'efficacité du contact tracing. Donc même un contact tracing qui serait relativement inefficace, c'est ce que vous voyez sur les graphes à droite. Donc vous avez l'incidence cumulée sur 1000. Donc tout en haut, ça serait la totalité des gens finissent par avoir le virus et puis au milieu, c'est la moitié. Donc en l'absence de contact tracing, ils arriveraient à environ la moitié des gens qui ont le virus d'ici à la fin de l'année, c'est dans la région de Boston. Et puis avec 40% de contact tracing, donc même si on rate certains contacts, on aurait beaucoup moins de gens qui seraient infectés in fine. Donc, même avec des efficacités qui ne sont pas énormes, ça, 40%, c'est plutôt en dessous de ce qu'on arrive à faire quand on le fait bien. On est plutôt à 70-80%. On évite quand même un grand nombre de cas avec toutes les complications qui vont avec, les hospitalisations, les réels, les décès, mais peut-être aussi des complications à long terme qu'on ne connaît pas encore. Ici, au sujet de ce que font les gens en dehors du contact tracing, c'est un sondage qui a été fait en Hollande, aux Pays-Bas. Donc, en rouge, vous avez le nombre de contacts qu'il y a eu dans les 24 heures précédentes. C'était avant les mesures de distanciation sociale. Et puis en bleu, c'est après. Et en abscisse, c'est l'âge. Donc, les gens plus jeunes ont plutôt plus de contacts, ce qui est attendu, notamment au niveau des classes à l'école. Et puis après la distanciation, vous voyez qu'il y a une grande réduction. Alors ici, la définition d'un contact, c'est pas tout à fait celle qu'on a quand on fait les enquêtes épidémiaux. Ici, c'était juste une conversation en personne, physiquement, ou un contact physique, le fait de se toucher, dans les 24 heures précédentes. Mais on a quand même une grosse réduction en fraction du nombre de contacts et donc des contaminations qui vont avec. Donc ça, au-delà du contact tracing, les mesures qui sont prises par tout le monde ont aussi un énorme effet. Ici, vous avez une modélisation un petit peu particulière, au-delà des chiffres exacts de cette modélisation, qui prend en compte le fait qu'il y aurait certaines personnes qui excrètent beaucoup de virus et qu'il y a beaucoup d'inégalités dans les transmissions. Vous avez des personnes qui le transmettent à une personne ou à 0, puis vous avez certaines personnes qui vont le transmettre à 6, 10, 20 personnes, qui sont les super spreaders, c'est comme ça qu'ils les appellent, super répandeurs. Et donc la présence de ces super répandeurs, en fait, perturbe un petit peu le contrôle des épidémies. Si c'est très régulier que tout le monde transmet à 2-3 personnes,
c'est plus facile à contrôler. Si vous avez certaines personnes comme ça qui le transmettent énormément, ça rend les choses un petit peu instables et ça rend l'épidémie un petit peu plus difficile à contrôler. Ça semble être le cas. Après, est-ce que c'est au niveau de ce qu'on a dit, qu'il y avait une personne qui en contamine 160? Je ne pense pas. Je pense que c'est des contaminations qui sont ensuite faites de façon croisée entre les personnes qu'un index a contaminées. Et ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment une personne dans le monde qui en ait infecté 160, comme ce qu'on a pu lire à droite à gauche. Ici, sur le versant épidémiologique, une étude sur la mortalité en Suède. Donc, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait des hausses de mortalité toutes causes pendant l'épidémie. Et c'est aussi ce qu'il retrouve en Suède. Donc, ici, vous avez l'espérance de vie à 50 ans qui baisse, donc qui est ajustée sur la structure d'âge de la population et qui baisse à la fois pour les hommes et les femmes et plus profondément pour les hommes, parce qu'on a vu qu'ils étaient plus touchés par le Covid. Donc ça prend en compte le Covid, mais évidemment tous les autres problèmes qu'il y a, les retards de prise en charge, etc. Et d'ailleurs, ce qui arrive à ce sujet-là, on a deux, trois questions sur comment est-ce qu'on peut savoir sur les 30 000 morts annoncées environ. Alors, ce sont des patients qui étaient Covid plus décédés, mais est-ce qu'il y a un moyen d'avoir les morts vraiment imputables au Covid ou pas? Alors, tout dépend de ce que vous appelez imputable. Si vous désorganisez le système de santé, que les gens ne vont pas en réa ou ne consultent pas et qu'ils meurent d'autre chose à cause de la désorganisation du système de santé, est-ce que vous imputez ça au virus ou pas? Alors, les 30 000 morts, à ma connaissance, c'est des gens qui étaient Covid positifs, PCR positifs et au décours de leur hospitalisation. Donc, a priori, eux, on est vraiment sûr qu'ils sont morts du Covid. Mais ce qu'on a raté, c'est plutôt tous les autres, tous ceux qui n'ont pas consulté, les arrêts cardiaques extra-hospitaliers non récupérés, les choses comme ça. Et puis tous les éventuels retards de prise en charge qui ont pu avoir des conséquences et qui pourront en avoir dans le futur. Ici, vous avez l'étude dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est une étude au Mexique, à Tijuana, sur les données des ambulanciers qui ont du coup rapporté beaucoup plus de situations où ils arrivaient et le patient était décédé. Et donc, c'était trop tard par rapport à d'habitude. Donc, c'est ce que vous voyez sur la courbe en haut, qui sont les interventions noires. C'est celles où le patient était décédé. Peut-être une petite augmentation, mais pas tellement sur les interventions rouges qui nécessitaient ce qu'ils appellent une stabilisation. Donc, c'est tantôt une réanimation, tantôt une perfusion. Et puis, ce que vous avez en bas, c'était le nombre total d'interventions qui n'a pas l'air de changer. Donc, c'est plutôt la proportion de gens qui appellent trop tard, en fait, qui aurait changé sur ces données d'ambulance qui sont très précoces et qui, évidemment, sont partielles. Elles n'ont pas été spécialement liées non plus à ce qui s'est passé derrière. Donc, on ne sait pas très bien comment ça évolue. Sur cette série de données, il y avait aussi la saturation quand les ambulanciers arrivent. Et vous voyez qu'avec le début de l'épidémie, il y a une forte proportion des patients qui est fortement désaturée à l'arrivée des ambulanciers. Donc avec des défaillances cardio-respiratoires, difficile d'imputer exactement est-ce que c'est par exemple des gens qui ont le Covid, qui ont une détresse respiratoire et qui appellent tard, ou est-ce que c'est des gens qui ont des infarctus avec une défaillance cardiaque qui serait la cause originelle. Ici, une autre étude sur le SARS, donc sur le SARS de 2003. C'est une étude qui a suivi à long terme les enfants qui ont été exposés, pas eux-mêmes, mais dans leur entourage, au SARS, soit avec des cas, soit avec des décès, et qui retrouvent des retards de développement, avec un retard de l'acquisition de la marche, de la parole, de la capacité à aller aux toilettes, sur ces enfants. Donc, on peut avoir des conséquences à long terme. Alors, difficile de faire la part des choses entre... c'est même plus probablement les effets sociaux du virus, la distanciation, l'isolement, les choses comme ça. Et donc, peut avoir un vrai effet sur les enfants. Et à ce titre, c'est bien que les scolarisations reprennent. Et puis, au milieu, vous avez même un delta sur la prise de poids. Pas tant sur la taille à droite, mais un peu sur la prise de poids pour les enfants qui avaient été exposés entre 2 et 4 ans. Et ça rejoint bien ce que la tribune de la Société française de pédiatrie de la semaine dernière, qui rappelait que les enfants devaient jouer, avoir des contacts humains avec leurs parents. Et là, on ne parle pas d'un virus où si vous touchez vos enfants, vous les condamnez, bien au contraire. Donc, c'est important qu'ils aient une stimulation intellectuelle et affective liée à leur âge. Et probablement que chez les enfants, les troubles du comportement et du développement, et comme ce qui est suggéré dans cette étude, sont plus importants que les risques du Covid en lui-même. Ouais. Alors, on passe un peu à la physiopathologie du virus avec des choses qui sont sorties cette semaine. Alors, vous vous souvenez, les semaines précédentes, on avait vu des cas de méningoencéphalite
au Covid-19 et on avait vu dans cette série d'autopsies, d'analyses post-mortem dans le New England qu'il y avait environ un quart des patients qui avaient du virus retrouvé dans le cerveau, dans le système nerveux central. Donc ici, c'est une étude in vitro sur des organoïdes de neurones qui montre que le virus est capable de les infecter. Donc c'est ce que vous voyez en vert, en haut. Donc dans les images du haut, c'est le traitement contrôle, et puis en bas, c'est le traitement par le virus. Et en vert, c'est des anticorps dirigés contre le virus. Vous voyez que le virus infecte certaines cellules. Quelles conséquences ça a? Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repéré, donc tout à droite, vous avez un graphe, vous avez une augmentation de l'apoptose dans ces cellules, ce qui est relativement attendu. Vous ajoutez un stress. Et puis un autre truc qui est potentiellement embêtant, c'est ce que vous avez au milieu, sur les cellules qui sont SARS-CoV-2 positives. Vous avez des anomalies d'irrégulation de tau, qui est une protéine qui est liée à la neurodégénération. Donc, vous avez des signes de neurodégénération en fait dans ces neurones in vitro dus au SARS-CoV-2. Donc ça, quelle signification ça a en clinique? À la phase aiguë, probablement rien, mais on pourrait se demander à long terme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens qui ont le SARS-CoV-2 finalement ont peut-être perdu un peu de réserve neuronale ou seraient plus fragiles par certains côtés au long cours? Donc ça, c'est difficile à dire maintenant. Mais en tout cas, ça pousse à ne pas être cavalier sur les attitudes de type ah, c'est pas grave, il a eu le Covid, mais il a récupéré et il n'y aura aucune conséquence. Ça, on n'en sait rien. Donc, au niveau de la population, on risque de se rendre compte dans 30, 40, 50 ans que les gens qui ont eu le Covid font, par exemple, un Parkinson ou un Alzheimer 10, 15 ans plus tôt que les autres. Donc, c'est pas du tout anodin, même si on a l'air guéri à la phase aiguë, c'est pas forcément anodin d'avoir eu le Covid. Et ça, encore plus pour les patients de réanimation, parce qu'on sait qu'après la réanimation, il y a un vieillissement accéléré, qu'il soit cardiovasculaire, immunitaire, avec plus d'infections secondaires, plus de développement de cancer, et un déclin cognitif souvent accéléré aussi. Et donc, s'il y a l'effet de la réanimation plus l'effet du virus, effectivement, c'est des patients qu'il va falloir suivre de près sur tous ces plans-là après. Ouais. Donc il y a le plan neurologique, mais il y a aussi le plan immunitaire, rénal. Cardiovasculaire et pulmonaire, ouais, tout à fait. Ouais. Alors ici, une autre étude. Donc on avait parlé des AVC ischémiques chez les patients Covid. Ici, c'était une étude rétrospective qui analysait des imageries qui étaient faites parce qu'il y avait une indication clinique, donc plutôt des déficits systématisés, et qui trouve un peu plus d'1% d'AVC ischémique. C'est pas énorme, c'est plutôt plus quand même que ce qu'ils ont trouvé chez les patients qui avaient la grippe. Donc il y a un effet thrombogène qui est connu et qui se manifeste aussi comme ça, sachant que dans les autres études, on avait aussi trouvé des anomalies de perfusion qui n'étaient pas systématisées et donc qui du coup ne conduiraient pas à une imagerie en temps normal et ne seraient pas visibles en fait sur cette série de cas, qui seraient même potentiellement plus fréquents que ce qu'on voit ici. Ici, une autre étude sur l'immunologie. Donc, on a vu que la plupart des patients, la majorité écrasante des patients qui ont le SARS-CoV-2 ont des anticorps contre le virus. Ils ont des IgG et ils ont des IgA. Les IgG, c'est plutôt les anticorps circulants. Les IgA, c'est plutôt au niveau des muqueuses. Et dans cette étude, on retrouve que les IgA au niveau des muqueuses sont probablement neutralisants pour le virus. Donc ça, pourquoi c'est important? Parce que la plupart des vaccins qu'on utilise et la plupart des candidats vaccins qui sont en cours de développement sont plutôt dirigés au niveau des IgG, puisqu'ils sont administrés par voie systémique ou sous-cutanée ailleurs dans le corps. Donc, les patients qui recevront les gens qui recevront le vaccin auront des IgG qui seront neutralisants, qui probablement les empêcheront de faire des formes graves. Par contre, ils n'auront pas forcément des IgA. Donc, quelles conséquences ça peut avoir, ça? On avait vu dans une étude chez le macaque avec un vaccin que les macaques vaccinés ne faisaient pas de formes graves et sécrétaient moins de virus. Néanmoins, ils en sécrétaient quand même un peu localement au niveau des voies aérodigestives supérieures. Donc, on pourrait avoir une situation où les gens qui ont le vaccin, ça les protège eux, mais ça n'empêche pas forcément qu'ils fassent partie des chaînes de transmission. Moins que les autres, évidemment, mais quand même. Donc, à garder à l'esprit. Ici, une autre étude un peu similaire sur les différents types d'anticorps. Donc, cette fois, c'est sur les IgG, sur des modifications avec l'ajout de fucose au niveau des anticorps IgG et qui repère que l'absence de fucose est un marqueur péjoratif d'évolution du Covid. Un marqueur défavorable. Donc, en pratique, ça n'a pas forcément une valeur clinique utilisable, mais ça pourrait être un élément important sur les types d'immunité exacts qui sont protecteurs contre le SARS-CoV-2 ou d'autres qui seraient délétères, puisqu'on a vu qu'il y a des phénomènes un peu d'immunothrombose probablement, qui pourraient être accélérés par tel ou tel sous-type d'anticorps. Et Scardy, d'ailleurs, parce qu'on a parlé des vaccins, est-ce que tu as des nouvelles sur où on en est du développement?
On avait vu 2 vaccins qui avaient l'air de protéger chez le singe. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles choses? Alors, cette semaine, il y a une entreprise qui a annoncé qu'il y avait des anticorps qu'ils ont utilisé donc leur candidat vaccin chez l'être humain et que les volontaires qui ont pris ce vaccin, donc qui étaient en petit nombre, je ne sais plus, 4 ou 8, avaient synthétisé des anticorps qui se liaient au virus. Alors, les données étaient assez chiches. Donc, on ne savait pas trop si c'était neutralisant, que les titres étaient relativement élevés, comparables à ceux qui avaient eu le Covid. Mais encore une fois, c'était comparable à quel genre de patients qui ont eu le Covid. Est-ce que c'est ceux qui ont fait des formes graves, qui ont des tonnes d'anticorps, ou est-ce que c'est ceux qui ont fait des formes mineures? Donc, on n'a pas eu trop d'informations. Ça avance, ça a l'air de marcher, mais on n'en sait pas tellement plus pour le moment. Ici, c'est une autre étude sur l'immunité croisée entre les autres coronavirus, ceux qui donnent des rhumes saisonniers, et le SARS-CoV-2, et qui trouve chez certains patients apparemment une réaction croisée entre les cellules immunitaires dirigées contre les autres coronavirus et ceux dirigés contre le SARS-CoV-2 sur la sécrétion d'anticorps. Donc bon, en pratique, ça n'a pas forcément une énorme valeur, mais pour dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent être plus ou moins susceptibles en fonction de l'épidémiologie des autres coronavirus. On peut avoir plus ou moins de susceptibilité dans la population. Ici, une autre étude sur ce qu'on appelle les orages cytokiniques, dont on a pas mal parlé depuis le début du Covid, qui trouve que les syndromes de détresse respiratoire aiguë dus au Covid versus dus à d'autres causes n'ont pas l'air tellement différents sur un panel de cytokines. Donc, indépendamment de ce qui se passe au début de la maladie et qui enclenche tous ces phénomènes immunitaires, à la phase d'état, ça a l'air d'être un syndrome de détresse respiratoire aiguë comparable à ce qu'il y a à ce qui est causé par d'autres étiologies. Ouais, sachant qu'il y a quand même, à part pour les SDRA sepsis donc en bleu, il y a quand même peu de patients. Et on a quand même l'impression qu'il y a des petites différences sur certains marqueurs. Alors, pas significatives parce que probablement qu'on manque de puissance, mais l'IL6 dont on a déjà parlé, puis l'IL18 qui est la molécule qui participe au recrutement des polynucléaires neutrophiles et à leur activation. Et puisqu'on parlait de nétose au début, on sait que ce sont les PNN qui font de la nétose et que les PNN, c'est une cellule importante dans l'immunité, dans la réponse inflammatoire. Et donc, peut-être qu'il y a plus à creuser que de dire il n'y a aucune différence. Voilà. Alors là où, par contre, on a pas mal trouvé de différence, c'est plutôt à la phase initiale. Donc, on sait aussi que le virus, par ailleurs, induit, par exemple, l'IL6 de façon mécanistique, même sans vraie infection virale, juste avec un morceau de virus. Donc, c'est peut-être là que les différences sont les plus fortes. En tout cas, là, ils n'ont rien constaté à la phase d'état. Ici, une autre étude sur la susceptibilité génétique. Donc, ça a pas mal été cherché. Il y a enfin une équipe qui a trouvé un variant. Alors, je ne sais pas trop à quel point ils sont honnêtes sur le fait qu'ils ont regardé que ce variant-là, versus ils en ont regardé 10 000 et ils ont pris celui qui avait l'air d'être bon. En tout cas, il y a un variant qui a l'air de protéger contre le virus. Bon, en pratique, ça peut changer un peu l'épidémiologie d'un pays à l'autre, mais au niveau individuel, ça ne va pas tant que ça changer les choses. Les odds ratios sont pas très forts non plus, donc c'est pas le genre de choses qu'on pourrait imaginer transformer en une thérapie ou quelque chose comme ça. Ici, une autre étude sur l'albuminémie. Donc, il y a pas mal de scores pronostiques qui ont retrouvé l'albuminémie comme étant un marqueur pronostic d'aggravation, l'hypoalbuminémie comme étant un marqueur pronostic. Donc, vous voyez, en univarié, c'est les courbes de survie qu'on a en haut à gauche. Et en multivarié, l'effet a tendance à persister. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont couplé ça avec de l'histopathologie très fine, où ils ont remarqué des anomalies des jonctions serrées entre les cellules endothéliales. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'atteinte endothéliale. Ça illustre potentiellement un intérêt potentiel de l'azithromycine, qu'on a un peu jeté avec l'eau du bain de l'hydroxychloroquine, mais qui est connu pour affecter ces phénomènes de jonction serrée entre les cellules épithéliales et qui pourrait du coup avoir un intérêt et éviter ce leakage, ils disent, cette fuite d'albumine ou d'autres facteurs qui pourraient être impliqués dans la physiopathologie. C'est vrai que ça, c'est très intéressant parce que cliniquement, entre les patients Covid qui étaient dans les secteurs d'hospitalisation et les patients en réanimation, on avait vraiment vu une différence d'albuminémie, avec en réanimation des albumines rarement vues quand même entre 15 et 25 d'albumine chez des gens qui n'avaient pas forcément d'antécédents. Il n'y avait pas de grosse albuminurie, il n'y avait pas de grosse dysfonction hépatique, donc on avait vraiment cette sensation de fuite, de perte.
Et donc là, c'est très bien d'avoir pu le montrer. Et comme tu dis, l'azithromycine, qui dans les études de cohorte sont quand même associées dans les deux grosses études du JAMA et du New England, du JAMA seulement, pardon, avec peut-être un effet protecteur, ont été désévaluées parce que la chloroquine a été mise en avant, alors que l'azithromycine, c'est quand même utilisé dans pas mal de pathologies pulmonaires. Et c'est dommage que ça n'a pas été évalué un peu plus rigoureusement. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais euh, juste avant sur MU C5B, c'est que ça a été retrouvé comme potentiellement un polymorphisme qui pourrait être associé à la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, il y a peut-être quand même un petit rationnel physiopathologique derrière cette association statistique dont on ne sait pas trop quoi faire comme ça. Ouais. Oui, ce serait que finalement la réponse immunitaire serait plus forte et qu'elle serait trop forte en temps normal, ce qui donnerait la fibrose, et puis ce serait plutôt bénéfique en cas de Covid. Alors ici, une autre étude un petit peu systématique d'échographie cardiaque chez les gens qui ont le Covid et qui retrouve chez quand même 30% des patients une élévation de la pression artérielle pulmonaire et puis des anomalies du cœur droit avec un effet pronostic que vous voyez sur les courbes de survie à gauche. Donc ça, peut-être un truc à garder à l'esprit. 30%, c'est quand même élevé, donc ça pourrait même justifier… alors c'est un examen supplémentaire, l'écho cardiaque. Donc en général, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas trop mis en avant dans les scores d'aggravation ou dans les scores pronostiques dans les grandes études de cohorte, parce qu'il faut quand même le faire. Là, ils l'ont fait systématiquement, ils ont trouvé un nombre relativement élevé d'anomalies. Donc ça pourrait être quelque chose à discuter si vous voulez prédire quel genre de patients peuvent s'aggraver, parce que vous voulez essayer un des traitements qui ont quelques preuves, par exemple. Après, la petite limite quand même de ce papier-là, c'est que quand on regarde les proportions, il y en avait quand même beaucoup plus chez les patients critically ill, donc en réanimation intubée. À partir du moment où vous avez une augmentation des pressions sur la ventilation mécanique et puis l'atteinte pulmonaire en elle-même du SDRA, il y a un retentissement sur le cœur droit assez fréquent. Donc là, en détail, on ne sait pas si c'est l'atteinte cardiaque du virus ou si c'est le fait d'être intubé, ventilé pour un SDRA qui crée cette atteinte du ventricule droit. Mais toujours est-il que, comme dans les autres SDRA, quand ça y est, c'est un facteur de mauvais pronostic, sans qu'on sache si le traité spécifiquement va améliorer les choses. On passe ensuite aux marqueurs pronostiques dont on parlait. Donc, il y a pas mal de scores divers et variés qui sont sortis. On en parlait un petit peu les semaines précédentes. Là, je vous en ai mis un supplémentaire qui n'est pas spécialement mieux ou moins bien que les autres, mais qui est peut-être plus facile à utiliser puisqu'il y a un système de scoring avec des points, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, on a la pression artérielle, les problèmes respiratoires, la fréquence respiratoire et puis le fait d'être dyspnéique. L'index de Charlson, c'est le nombre de comorbidités, l'obésité qui est aussi un facteur connu, le glucose, l'albumine, la LDH et le ratio PaO2 et FiO2. Donc le score est un petit peu différent selon que vous ayez les variables biologiques et le scanner ou pas, et permet de prédire, alors quand il est très positif, permet de prédire relativement bien l'aggravation. Donc ça peut servir. Ici, vous avez une autre étude un petit peu inhabituelle sur le diagnostic cette fois-ci. Donc, on a parlé des fois du dépistage de masse, mais c'est un peu difficile d'utiliser des PCR qui ne sont pas non plus en nombre illimité, comme ça, chez des gens qui ont une probabilité très faible de l'avoir. Ici, c'est une approche un petit peu différente par séquençage de masse, où ils mettent un code barre génétique qu'ils ajoutent aux échantillons de différents patients. Et ensuite, ils mélangent tous les échantillons et ils séquencent tout massivement. Et donc, si vous avez le code barre du patient X avec des séquences du virus attachées, si vous repérez ça au séquençage, ça veut dire que vous savez que le patient X a le virus. Si le patient Y, vous voyez son code barre, mais jamais de séquence du virus attachée derrière, vous savez qu'il n'a pas le virus. Donc ça, en pratique, ça met un peu plus longtemps que la PCR et au niveau individuel, c'est pas très utile si vous faites du contact tracing ou du diagnostic chez un patient. Mais si jamais on fait du dépistage de masse en population, ça pourrait être une solution pour le faire économiquement, sans impacter les ressources dévolues aux patients et à leurs contacts. Parce que c'est vrai que réserver les PCR aux gens symptomatiques, vu tout ce qu'on a dit sur l'importance des cas contacts ou la possibilité de transmission des patients asymptomatiques, c'est un peu un non-sens. Donc là, oui, pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Les PCR, les patients symptomatiques et leurs contacts, et éventuellement les contacts des contacts. Ouais, c'était juste pour préciser que là, cette technique-là, elle permettrait de pouvoir faire vraiment du dépistage de masse assez rapidement, mais sur des grosses populations.
C'est ça. Oui, sur les gens qui ne sont pas spécialement en contact. Un des défauts de cette approche, c'est que les résultats mettent plus de temps à revenir. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, la vitesse est très importante. Idéalement, il faudrait mettre moins de 48 heures à chaque fois. Donc, probablement, ce ne serait pas une très bonne idée pour les situations de contact risque. Mais ça pourrait, par exemple, permettre à tous les patients qui vont se faire hospitaliser d'être dépistés, de savoir s'ils peuvent venir à l'hôpital facilement ou si on attend un peu dans les cas de prise en charge non urgente parce qu'il y a un risque de contamination. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que avec le SARS-CoV, on a vu aussi que le diagnostic par métagénomique plutôt que par PCR, vraiment par séquençage, marchait assez bien. Il y a des protocoles qui ont été publiés. C'est des choses qui, en clinique, pour le moment, ne sont pas vraiment utilisées, mais qu'on pourrait imaginer arriver, pas forcément à l'occasion du Covid, mais en tout cas dans les mois et les années qui viennent, d'avoir du séquençage comme ça massif plutôt que des PCR. Ici, une autre étude, alors encore une, j'ai envie de dire, sur l'intelligence artificielle et sur le scanner. Il y en a quelques-unes que je n'ai pas mises, mais qui différencient de façon un peu explicite les opacités en vert dépoli du Covid-19 et celles qui ne sont pas du Covid-19. Donc celle du Covid-19, c'est ce que vous avez à gauche. Et puis vous avez des opacités en vert dépoli non Covid à droite, avec une texture qui est assez différente. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet aussi pour nous qui sommes pas radiologues, d'apprendre aussi à mieux reconnaître ces images. Et puis on finit par deux études sur des populations spéciales. Ici, des patients qui ont la sclérose en plaques et qui n'ont pas l'air d'avoir spécialement de complications plus que la population générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient aussi différencié par traitement. Et donc il y a pas mal de traitements immunosuppresseurs dans cette maladie et il n'y a pas l'air d'avoir de traitement qui soit spécialement protecteur, après avec des chiffres qui sont relativement faibles, donc qui ne permettent pas d'en dire grand-chose, mais en tout cas pas de signe d'appel, d'alarme, comme ce qu'on avait pu voir par exemple chez les patients cancéreux avec les anti-PD1, ou même avec des petites séries de cas, il y avait l'air d'avoir vraiment des complications. Et puis une dernière étude, ici, c'est sur les patients qui ont des rhumatismes inflammatoires. Et donc là, c'est le modèle multivarié final qui est intéressant par ce qui manque. Et ce qui manque, c'est les thérapies biologiques anti-rhumatisme, donc les anti-TNF, même les anti-IL6, qui n'avaient pas été spécialement retrouvés comme un facteur protecteur. Alors, c'est une petite étude, il n'y avait pas forcément la capacité de différencier entre les traitements. Mais en tout cas, ces médicaments anti-inflammatoires biologiques n'avaient pas l'air d'avoir un effet très fort, dans un sens ou dans l'autre. Sachant que c'est vrai que sur tous les traitements immunosuppresseurs, le Celcept ou d'autres fréquemment utilisés, il n'y avait pas de signal sans qu'on sache si ces patients-là avaient été confinés plus tôt et de façon plus stricte suite à un message de prudence médicale ou s'il n'y a vraiment pas d'effet des médicaments. Donc, je pense que chez ces patients-là, il y a toujours un message de prudence où il faut qu'ils fassent peut-être plus attention que les autres, mais il n'y a pas de signe d'alarme qui permettrait de dire qu'il faut arrêter un traitement ou le switcher ou en donner un autre. Donc pour l'instant, ils continuent le traitement qui va le mieux pour leur maladie de fond en appliquant les mesures barrières de façon peut-être plus rigoureuse que les autres, mais sans autre signe d'alarme, comme tu le disais. Ouais. Et c'est tout pour les études de cette semaine. Thierry, on avait pas mal de questions sur les masques. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur comment on les désinfecte, comment on les sèche pour pouvoir les réutiliser? Alors, ce qui marche le mieux et qui revient tout le temps, c'est 70 degrés pendant un quart d'heure. Pas forcément. Alors, en milieu humide, ça marche même encore un peu mieux, mais pas forcément en milieu humide. L'information qui me manque, que je n'ai pas trop réussi à trouver, c'est combien de fois on peut les réutiliser ou combien de temps on peut les utiliser. Je n'ai pas réussi à trouver de bonnes informations sur ça. Alors, a priori, c'est quelques heures. Et après, il faudra les désinfecter. Sur la question de combien de fois les désinfecter et les réutiliser, les études que j'ai vues qui allaient le plus loin, c'était 10 fois, où il y avait une petite dégradation quand même, au-delà de entre 3 et 10 fois, il y avait commencé à avoir un petit peu de dégradation. Donc en gros, ce serait ça, si je devais trancher, ce serait réutiliser 5 fois, désinfecter à 70 degrés pendant un quart d'heure. S'il fallait être prescriptif, ça c'est pour les FFP2, pour les masques chirurgicaux, il y a encore moins de choses. A priori, pareil, 70 degrés, un quart d'heure. Peut-être ils peuvent être réutilisés un peu plus puisque la force de filtration est un peu moins un sujet dans ces masques-là. Est-ce que tu as lu des choses sur une association entre Covid-19 et thyroïdite? Alors non, j'en ai pas vu. C'est rationnel de l'envisager parce que ça ressemble à la physiopathe, mais il n'y a pas eu de description empirique de ce genre de complications. Et on avait un peu parlé de vitamine D il y a quelques semaines.
Est-ce que tu peux nous refaire un petit point? Tu l'avais appelé, je crois, la championne des essais cliniques négatifs. Ouais, c'est ça. Donc, de la vitamine D, on sait que les gens qui sont carencés en vitamine D ont plus de problèmes que les autres, mais ça a l'air d'être dû à des facteurs de confusion. Ils vont moins dehors parce qu'ils ont mal, parce qu'ils se sentent mal, ou ce genre de choses. Ou parce qu'ils sont en plus mauvaise santé par ailleurs. Donc, très souvent, il y a eu des essais avec la vitamine D dans un tas de maladies. Et donc, en association épidémiologiquement, on avait l'impression que ceux qui étaient carencés avaient plus de complications, une évolution plus défavorable. Et puis quand on supplémentait, il ne se passait rien. Donc ici, pour le Covid, je crois que c'est un peu pareil. Il y a eu des études qui sont sorties comme quoi être carencé en vitamine D, c'est un facteur de risque, comme c'est un facteur de risque de beaucoup de choses. Mais j'aurais tendance à dire que la supplémentation ne va pas changer grand-chose. Après, supplémentation en vitamine D en termes d'effets secondaires, c'est pas comme si il y avait grand-chose. Donc pourquoi pas, mais il faut pas en attendre grand-chose. Le message, en gros, c'est de supplémenter les gens carencés et de laisser tranquille ceux qui ont un niveau de vitamine D normal. C'est Et ça. qu'il n'y a pas d'indication à supplémenter spécifiquement pour le Covid. Non. Dans les différentes atteintes, puisqu'on parlait un peu de thyroïde là, on a vu le poumon, tout le monde en a parlé, c'est vraiment la porte d'entrée, la cause de la saturation des services de réanimation, sachant que les séquelles à long terme pulmonaires, pour l'instant, on n'a aucun recul, donc on ne sait pas trop, mais on est inquiet sur de la fibrose pulmonaire avec une limitation des capacités respiratoires, et puis éventuellement des séquelles emboliques avec type HTAP de groupe 4 ou des choses comme ça. Il y a tout ce que tu nous as dit là sur l'atteinte neurologique avec potentiellement une neurodégénération un petit peu accélérée ensuite. Il y a ces atteintes cutanées un peu étranges. On n'a pas vu ces troubles digestifs assez marqués. Il y a un doute sur une atteinte cardiaque avec des cas de myocardite fulminante qui ont été publiés. Sur des atteintes cardiaques moins graves, à ma connaissance, il n'y a aucune donnée de surprévalence, par exemple, de troubles de conduction de bas degré ou de fibrillation auriculaire ou de choses comme ça. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas d'autres organes que ceux-là qui ont été décrits comme vraiment atteints par le Covid. Ouais, non. Alors après, il y a des atteintes à la phase aiguë, rénale par exemple. Mais et c'est à quel point c'est prédicteur d'une atteinte chronique, ça, on ne peut vraiment pas dire pour le moment. Sachant que effectivement, le rein, il y avait eu des études sur le fait que la protéinurie était un marqueur pour les patients, par exemple, en réanimation, un marqueur de dégradation de la fonction rénale à distance à 1 an, à 3 ans, qu'il y a quelques patients qui ont eu des protéinuries, surtout chez les patients sévères, mais qu'on ne sait pas du coup quelles conséquences ça va avoir. Il va falloir les suivre au long terme pour Ouais. vérifier qu'il n'y a pas d'apparition d'insuffisance rénale chronique, un peu comme ce qu'on disait pour l'atteinte pulmonaire cardiaque. Mais pour l'instant, on a très très peu de recul. Ouais. Tu as entendu parler de grandes cohortes un peu multicentriques qui seraient en cours de constitution sur ces Alors, il patients? y a une ANR par les pneumologues multicentrique nationale en France sur effectivement revoir tous les patients à 3 mois avec des EFR, des gages du sang, un test de marche. Voilà, donc nous, on avait prévu ça en réanimation et on a laissé la main du coup au pneumologue pour participer à cette grosse cohorte. Et après, je pense que c'est chaque centre qui fait un peu sa tambouille avec un suivi cardiaque, immunitaire, neuropsychologique éventuel. Et je sais qu'il y a l'Institut du cerveau et de la moelle qui essaye de faire une grosse cohorte euh, sur, euh, sur les séquelles neurologiques et psychiatriques des patients atteints du Covid. Nous, ça vaut ce que ça vaut parce que c'est une toute petite cohorte, on n'aura que 30 ou 40 patients, mais vu que les patients étaient très agités, très confus, c'est vrai qu'il y a une évaluation psychologique et un suivi psychologique répété. Donc, on va regarder ce qui se passe et s'il y a vraiment. On sait que les patients en réanimation, ils ont à 1 an 50% d'absence de reprise du travail, d'un état de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression plus importante que la population générale, sans qu'il y ait de gros facteurs prédictifs, puisque les facteurs prédictifs, c'était le fait d'avoir 50 ans, des antécédents psychologiques ou psychiatriques, le fait d'avoir mal vécu la réanimation et le fait d'avoir été confus pendant la réanimation. Globalement, tous les patients Covid au sevrage ventilatoire sont confus, donc il va falloir faire très très attention à tout ça. Ouais. Et si vous avez des patients à adresser pour un suivi à long terme, peut-être ce serait bien de prendre contact avec un centre Ouais, académique dans votre région. je pense qu'en tout cas, si vous avez des patients Covid qui vous disent qu'ils ne se sentent pas comme d'habitude, leur entourage dit qu'il est plus irritable ou qu'il a des petits troubles cognitifs ou qu'il est plus déprimé, il faut pas négliger tous ces aspects-là. C'est aussi important que les atteintes somatiques et les faire suivre, effectivement, comme tu dis, soit avec votre correspondant habituel, soit avec un centre spécialisé parce que c'est peut-être un peu plus compliqué vu qu'on a très peu de recul dessus.
Est-ce que Ouais. tu avais vu aussi des choses sur Covid-19 et infection oculaire? Alors ça, on a vu des choses, mais pas qui ait l'air d'avoir un retentissement particulier. Donc genre une conjonctivite, quoi. Mais je crois que j'ai pas vu de choses plus graves que ça. On avait vu aussi sur ces fonds d'œil qu'il y avait des atteintes un peu de la vascularisation et peut-être de la rétine, mais qui serait peut-être plus, enfin, ça va peut-être plus avec le côté système nerveux. Mais j'ai pas vu d'autre chose que ça pour le moment. Et on avait eu pas mal de choses pour faire un petit point sur les traitements. On avait dit peut-être le remdesivir très précocement dans le traitement. Dans les immunomodulateurs, pour l'instant, il n'y a pas eu de médicament miracle. Peut-être un petit signal sur les anti-IL-6, malgré tout ce qui a été essayé. Est-ce que toi, tu avais d'autres pistes ou d'autres choses que tu as vues? Les autres essais, pardon, randomisés qui ont eu des résultats encourageants, c'est interféron ribavirine dans un contexte assez particulier. C'était en add-on du Kaletra dans une cohorte prise assez tôt et de patients en assez bon état. Et puis il y avait le favipiravir il y a longtemps, un médicament, un antiviral qui est disponible au Japon, qui avait eu aussi un effet positif quand il était donné assez vite, mais pas très fort non plus. Donc à ma connaissance, c'est ces quatre-là qui ont des essais randomisés positifs. Pour le reste, on parle beaucoup, mais on n'a pas vraiment de données solides. Et on a deux, trois questions en fin de santé publique. C'est vrai que cette épidémie, elle a montré l'importance d'avoir quand même des réseaux de surveillance fiables et d'avoir des mesures de prévention fiables, sachant qu'en France, on n'est pas des champions de la prévention. Toi, qu'est-ce que tu tires de tout ça pour la santé publique et comment tu penses améliorer l'enseignement, ou en tout cas la prise en compte de la prévention et dans le système de soins? Question très vaste. Alors j'ai envie de dire, vu l'expérience qu'on a des pays asiatiques, qui eux aussi finalement n'étaient pas très bien préparés au premier SARS et qui se sont beaucoup préparés au décours, probablement il va se passer quelque chose de similaire chez nous. Les réseaux d'alerte vont être organisés de telle sorte à ce qu'ils puissent réagir rapidement, y compris à une maladie inconnue. Par exemple, typiquement le système de la déclaration obligatoire, parce qu'il ne va pas être changé pour être extrêmement réactif et pouvoir agir même à l'échelle s'il y a une nouvelle épidémie qui se répand. Après, ça, comme ça, au début, j'aurais du mal à donner mon programme pour la santé publique française. C'est quelque chose qu'on va mettre en place progressivement avec le temps et ce sera un effort collectif. Voilà. Merci à tous. Merci à En tous. tout Au cas, revoir.